Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour! Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très en vogue. On va parler de transformation numérique, mais surtout plus précisément de développement d'applications sur mesure pour les opérations de PME, de plus grandes entreprises aussi. Mais on va le faire en parlant de développement d'applications sur mesure no-code. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un expert devant nous. Pierre Lamoureux, merci beaucoup d'être là. Tu es de l'entreprise Dasm. Exact. Donc, qu'est-ce que Dasm? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver pour le plaisir de notre audience? Ça mange du no-code. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Dasm, en plus de ça, c'est un nouveau nom. On vient de changer le nom de notre compagnie en mai dernier. Donc, très content là, d'avoir cette nouvelle identité-là Dasm qui est, dans le fond, une plateforme. On offre une plateforme de création d'entreprises, d'applications d'entreprise sans code. Donc, l'idée, c'est de dire, quand vous pensez à du développement traditionnel, donc moi, j'ai besoin d'une application, je vais développer ça en Java, en .NET, ben nous, on offre une alternative au développement traditionnel pour être capable de développer le logiciel, les applications dont on a besoin beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ça, Dasm. On va vraiment plonger dans le vif du sujet. Parle-nous toi un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'amenait là? Puis peut-être nous expliquer. Je pense que l'ancien branding, même si c'est plus ça que vous mettez de l'avant, est quand même assez connu auprès de plusieurs. Oui, absolument. Puis ça demeure encore. Évidemment, l'entreprise s'appelait octopusitsm.com. Qui existe depuis une quinzaine d'années. On avait un produit qu'on a toujours, qui est Octopus, qui gère, dans le fond, toutes les activités du service informatique. On va parler de ITSM, là, IT Service Management, mais on est plus large que juste le service informatique. Dans le fond, on va faire la gestion des requêtes, de l'inventaire au niveau de l'organisation complète. Si dans ton entreprise, par exemple, tu veux adresser une demande aux ressources matérielles, ben, tu t'en vas dans Octopus, il y a un portail client, puis tu peux passer ta demande là, tu vas remplir un formulaire. Après ça va générer, dans le fond, une requête de travail au département avec tout un workflow, avec le flux des tâches, tout ça. Fait qu'on vient vraiment là, tout organiser le travail des gens là, dans ces différents départements-là. Fait qu'on fait ça depuis bon nombre d'années. Puis, moi, mon background, c'est, je trouve être ingénieur en logiciel. Fait que je fais du software depuis très longtemps. Fait que ça fait longtemps que je rêve toujours d'un peu réinventer comment le logiciel se développe parce que, tu sais, au niveau des ingénieurs, ça fait longtemps qu'on fait des ponts, qu'on fait des édifices. Software, c'est quand même assez récent. Puis, c'est pas facile. Donc, puis, on en a besoin plus que jamais. Regardez juste toutes les entreprises aujourd'hui innovantes, là. Il y a une composante software logiciel qui est vraiment importante, là. Si on pense à Tesla, là, vous pensez au software, au logiciel dans les autos, mais vous imaginez tout le software qui roule dans les usines de fabrication, c'est hallucinant. Hein? Ouais, effectivement, pour les opérations, c'est pas juste pour les opérations, c'est partout. Hein. Ouais, absolument. Justement, parlons de transformation numérique. Yes. Avant l'enregistrement, on se disait, il peut avoir, on demande à 10 personnes, il y a 10 définitions différentes, juste pour se mettre à diapason. Ça serait quoi ta définition de la transformation numérique? Ben, tu sais, dans le fond, là, c'est la composante logicielle est importante, mais quand on parle de numérique, là, c'est vraiment de repenser notre modèle d'affaires, nos processus à l'interne, puis d'utiliser le numérique. Puis ça, ben, en arrière de ça, c'est soutenu par des solutions logicielles. Puis là, ben, évidemment, il y a une multiple forme. Là. Ça peut être médias sociaux, ça peut être des applications qu'on va trouver sur Internet pour nous aider à faire une meilleure gestion de la relation client. Ça peut être des outils qu'on se développe, etc. Mais l'idée, là, c'est vraiment de penser au numérique comme on le connaît, comment ça a transformé des industries, des modèles d'affaires. Airbnb, Shopify, Spotify qu'on utilise, qu'on écoute pour les podcasts, la musique. C'est des modèles, grâce au numérique, qui ont eu une expansion là, vraiment hallucinante. Puis,
les entreprises traditionnelles aussi, qui, dans le fond, se servent du numérique pour faire les affaires autrement. Pas juste au niveau de l'organisation du travail, mais même comment on interagit avec nos clients, comment on communique. Regardez, juste ce matin, j'étais au gym, puis là, je me remets un peu en forme, là, parce que je suis, après post-COVID, j'ai un peu de rattrapage à faire. Puis, écoute, une des affaires que j'aime le plus du gym, là, c'est fou, c'est que j'ai une application sur mon iPhone, puis l'application, dans le fond, parce que j'ai un bracelet qui mesure mon rythme cardiaque, puis j'ai des objectifs pendant mon heure d'entraînement, puis tout ça est linké après ça sur mon téléphone, puis là, j'ai des objectifs, puis j'ai une compilation qui se fait. Écoute, moi, j'aime ça parce que c'est un peu comme, tu sais, les jeux, on a des objectifs, mais là, j'ai ça pour mon gym. Ben, écoute, moi, je trouve ça fantastique. Avec un prof, et c'est un concept, là, je ne vais pas le nommer, mais c'est un concept, je trouve ça hallucinant. Et ils sont rendus à 1800 succursales. Pensez juste à ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont parti. Peut-être qu'il y a plus d'une dizaine d'années. C'est parti en Floride. Hein, ça a la couleur orange. 1800 succursales dans 27 pays. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. Puis là, on parle d'un gym. Pourtant, les gyms, comment réinventer l'industrie du gym? J'aurais pas... avec le numérique. Ben avec le numérique, sans le numérique, t'oublies ça. Je veux dire, le volet software en arrière de ça, là, il est essentiel. C'est un bel exemple parce que dans le fond, c'est la transformation numérique a joué sur la motivation, l'avènement d'applications comme ça liées, parce que ça reste que l'humain est là. Tu parlais d'un entraîneur. Oui, puis tu sais, puis qu'est-ce qui est fantastique, c'est que l'entraîneur, partout, là, dans les 1800 gyms, on a tous le même programme dans cette journée-là. Pourquoi? Parce que c'est tout, dans le fond, sur des écrans. Fait que c'est produit par une équipe de production d'entraînement avec des objectifs. Ils savent, ils ont mesuré pour que, dans le fond, t'en tires le plus de bénéfices possible de ton entraînement. Mais je veux juste penser que s'il n'y a pas de software, là, cette business-là, elle n'existe pas. Là. C'est impossible. Fait que, tu sais, on parle d'un gym, là. On parle pas d'un auto qui se pilote tout seul. Là. Non, c'est un très bel exemple. On n'en avait même pas parlé dans la préparation. C'est vraiment intéressant. Écoute, qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, on va revenir vraiment là, dans le volet avec les lunettes de l'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise PME ou plus grosse qui voit des solutions qui doivent être amenées à ses opérations, des opérations qui ne sont pas encore optimisées numériquement, on va dire, ou qui sont numériques, mais qu'il n'y a pas assez d'automatisation entre. C'est quoi les catégories d'options pour réaliser sa transformation numérique? Quand on regarde ça, avant de tomber à du sur-mesure. Oui. Bien, c'est sûr que, il y a bien des questions à se poser en amont. Là, on parle, nous autres, on est beaucoup impliqués dans l'optimisation des processus internes, mais on est impliqués aussi de plus en plus avec, dans le fond, les applications utilisées par la clientèle. Parce que, c'est l'expérience client. C'est super important, ça fait une grosse différence. Je veux dire, pensez au service que vous avez acheté dernièrement. Je peux l'acheter d'une compagnie A, puis j'ai une expérience, je parle au téléphone, c'est long, on me fait attendre. Puis versus, j'ai une expérience sur le web avec des suivis par courriel, puis il m'envoie un texte, puis c'est facile, puis ça... Fait que tout d'un coup, là, ça peut faire en sorte que moi, comme client, là, je peux peut-être même être prêt à payer plus, mais dans ce cas-ci, je vais probablement payer moins parce qu'ils ont automatisé beaucoup de choses, donc ils sont capables de livrer davantage de services avec moins de monde. Fait que ça, c'est intéressant. La question là-dessus, c'est d'identifier où on veut mettre nos efforts au niveau de la transformation numérique. C'est sûr qu'à l'interne, il y a souvent beaucoup d'inefficacité, puis bon, tout dépendant aussi du nombre d'employés qu'on est, puis, est-ce que nos chiffriers Excel, toute l'information qu'on garde là-dedans, est-ce qu'on se sent confortable? Il vient un moment donné où on atteint certaines limites, puis il faut vraiment penser à autre chose, puis se doter de solutions là, avec une logique d'affaires, puis qu'on gère bien notre information, puis qu'on arrive vraiment à automatiser là, certaines tâches manuelles. Mais après ça, il existe une panoplie de solutions. Regardez les logiciels aujourd'hui, là, c'est à peu près fou. Là. Je veux dire, il n'y a pas, même quand on fait des recherches, puis on dit, par exemple, je me cherche une solution pour gérer mes opportunités de vente. Oui. Ben, il y en existe-tu un peu, puis laquelle que je vais prendre? Parce que là, on va me parler de gérer mes opportunités, mais il y a tout le marketing automation qui est d'autres termes. Puis là, ben, est-ce que c'est une autre solution que je mets à côté? Est-ce que je devrais me choisir une seule solution qui était tout? Etc. Fait qu'il y a quand même beaucoup de recherches à faire, mais il y a des gens dans le marché qui peuvent nous aider. Mais il arrive un point où ce qu'on trouve comme solution, ben, ça ne convient pas à nos besoins, ou il y a trop de compromis à faire.
Parce que, tu sais, une des choses qui est plate, c'est toujours un défi pour avoir, tu sais, je parle d'Octopus, c'est quand même une application qui est utilisée au Québec, peut-être au day-to-day, une quinzaine de milliers de personnes dans des contextes très différents. Donc, tu sais, je parlais de l'informatique tantôt, mais ça peut être un ouvrier aux ressources matérielles pour une entreprise de 10 000 employés, mais j'en ai aussi qui sont 500 employés. Fait que les contextes sont très différents, mais pourtant, ils utilisent toutes la même solution. Fait que comment faire en sorte de personnaliser les affaires pour que les gens s'y retrouvent? Fait que, tu sais, ça, c'est un défi qui nous a demandé pas mal d'efforts au fil des années. On aurait aimé être capable d'avoir une espèce de surface, là, où on fait disparaître les choses qu'on n'a pas de besoin, puis on rajoute les affaires qu'on a de besoin. Mais tu vois, dans le logiciel aujourd'hui qu'on achète souvent, ben, c'est des configurations comme ça qui sont pas possibles, là. Fait que les gens souvent vont se dire, ben, je vais me faire un projet de développement sur mesure à l'interne, puis là, ben, c'est sûr que là, c'est pas un petit projet, là, puis là, il y a quand même pas mal d'efforts à mettre autour de ça. Puis tu vois-tu souvent, parce qu'on vient de faire l'expérience, nous autres, d'intégrer, on était disloqués. Okay. On va donner l'exemple de notre compagnie. Là, on avait un gestionnaire de projet qui était X, avec un logiciel de facturation Y, avec un CRM A, avec c'est typique, les outils. On avait 14 applications qu'on servait pour gérer la business. Et puis, il n'y a rien qui se parlait. Et puis, on a intégré une suite pour PME qui est vraiment très, très bien. On est content, mais c'est des compromis. On est habitué. On aimait mieux peut-être notre gestionnaire de courriel avant ou même le gestionnaire de tâches aussi. C'était comme peut-être plus convivial, sauf qu'il n'y a rien qui se parlait. La donnée ne voyageait pas. Est-ce que vous faites des... Puis là, est-ce que si une partie de ça ne marche pas, ou on a besoin d'une application qui n'existe pas dans cet univers-là, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Vous faites juste les projets de toute la suite au complet? Oui. Bien, dans le fond, tu sais, la vision derrière DASM, la plateforme qu'on a, c'est d'être capable de développer des applications spécialisées. On ne veut pas, justement, concevoir un système que nous, on va appeler monolithique, là, la grosse patente, parce que ça finit, ça prend un temps fou à construire, c'est dur à faire évoluer. Parce qu'il y a trop de parties prenantes au sein de l'entreprise. T'sais. Ce qu'on souhaite plutôt, c'est de dire, on va faire des applications spécialisées, on va automatiser un workflow donné ou 2 workflows. Donc, il va y avoir vraiment un objectif d'affaires bien précis. Ce qui va faire en sorte que l'application, au lieu de prendre des mois à développer dans un développement traditionnel, ben, on va être capable de faire ça en quelques semaines. Parce que tout là, le gain, c'est pas juste d'aller vite, c'est d'être capable d'aller chercher du feedback terrain de tes utilisateurs. Même si tu as fait une analyse en amont qui est adéquate, on sait bien que tant aussi longtemps que tu ne vas pas en production, regarde la suite que vous avez évaluée. À première vue, ça a l'air de tout faire ce que tu as de besoin, mais après ça, c'est à l'utiliser que là, tu te rends compte il y a de la friction ici puis là. Fait que nous, c'est pas différent, là. Donc, tu arrives, tu déploies une application en production. Si tu as travaillé un mois, puis qu'après ça, tu es capable de faire des ajustements rapidement, bien ça, c'est intéressant. Parce que ça fait en sorte que ça évolue dans la bonne direction pour les gens qui l'utilisent, là. Fait que c'est un contexte que tu vois, en fait, la majorité des contextes dans lesquels vous intervenez ou que d'autres firmes interviennent pour créer des applications sur mesure, l'idéal, c'est que c'est toujours attaché à une suite qui est déjà en place, mais il manque des bouts, il manque des fonctionnalités, c'est ça? Oui, bien des fois, on va, mettons, la suite n'existe pas parce qu'on est dans un domaine où il y a beaucoup de manuels. Avec Octopus, on est super présent dans la santé au Québec. Dans la santé, il y a beaucoup de systèmes. On parlait de fax et tout ça, mais vous seriez surpris de la quantité de systèmes d'information qu'ils doivent gérer. Évidemment, on pense au dossier patient, mais que ce soit un plateau au niveau de la chirurgie, etc. Il y a énormément de systèmes à l'intérieur de nos établissements de santé, mais il y a encore beaucoup de tâches manuelles. Puis une des raisons de ça, c'est que c'est complexe le travail qui est fait là. Je veux dire, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de spécialistes. Fait que ça arrive des fois que tu te dis, ouais, j'ai peut-être pas la suite que j'aimerais, mais je vais commencer à développer des morceaux. Puis, au fil du temps, ces morceaux-là mis ensemble, ben, ça va finir par faire ma suite. Que j'avais pas nécessairement, ou qu'il y en existait une, mais c'est un projet de 200 millions là, qui va voir le jour dans 6 ans, puis encore. Là. Fait que, des fois, tu te dis, regarde, il y a moyen de faire les choses autrement, certainement, puis on veut être capable de ramener ça plus petit, plus petite bouchée
à mâcher ou à manger pour être capable de justement avoir des résultats puis bâtir sur ces résultats-là. Donc c'est à peu près ça. Quand tu te rends compte comme dirigeant qu'il te manque des bouts, là, on te rapporte que là, ta suite logicielle, on a un bottleneck quelque part, on rentre de la donnée manuellement ou les gens désutilisent l'application parce qu'elle n'est pas adaptée ou quoi que ce soit. Puis dans le fond, il n'y a rien sur sa tablette qu'on peut aller chercher. C'est quoi? Puis, tu sais, on entend, c'est parce que moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur de développement d'applications qui finissent jamais. Là. Donc, tu sais, là, on a parlé rapidement du no-code, que je pense qu'on va avoir besoin d'y revenir pour expliquer c'est quoi, en quoi. Ça semble aller plus vite et tout. Mais comment on fait d'un point de vue client pour bien se préparer à dire avant de parler des différentes solutions, on va aller vers du sur-mesure? Ben, c'est parce que je vous dirais que, règle générale, les gens essayent d'éviter ça. Parce que justement, tu parlais des projets qui finissent pas ou qui coûtent, tu penses que ça va te coûter 1 million puis ça t'en coûte 3. Ou, en tout cas, peu importe les montants, l'idée, c'est que c'est pas facile de faire du software. Fait en partant de ce principe-là, puis pourquoi c'est pas facile, c'est que c'est pas juste une question de technologie, c'est l'exigence des utilisateurs, des gens, le marché, c'est changeant, les besoins. Entre le moment où tu commences à faire les spécifications, imaginez que tu fais les plans pour une maison, là, puis en cours de construction, tes plans changent. Il n'y a personne qui va être capable de gérer ça, mais dans le software, c'est ce qui se passe. Parce que, tu commences avec une idée, des plans, puis au cours du développement, il y a des nouveaux contextes d'affaires changements, il y a des gens aussi qui se sont pas manifestés, qui disent, ben non, on peut pas faire ça comme ça marchera pas, etc. Fait que, tu sais, on doit constamment s'ajuster, puis c'est ça qui est extrêmement, extrêmement difficile. Puis je parlais des attentes. Tu sais, les gens veulent avoir une application web super facile à utiliser, ils veulent avoir un accès mobile, ils veulent. Fait, mais tout ça, là, ça vient rajouter de la complexité là, dans ton développement. Là. Puis comment bien se préparer avant de rencontrer une firme quand on se rend compte qu'il faut faire du sur-mesure? C'est quoi les devoirs à faire du côté client, selon toi? Oui, souvent, les gens vont dire, regarde, une fois qu'on a identifié, quand on fait un développement comme ça, on pense par exemple aux compagnies d'assurance. Ils font énormément de développement sur mesure parce que pour eux autres, c'est stratégique. Pour eux autres, c'est la façon de se différencier du compétiteur parce que telle police, ils vont être capables, par exemple, d'avoir des clauses plus avantageuses parce qu'ils vont être capables de cruncher ou de travailler avec les données plus rapidement. Donc, où ils vont être capables d'offrir un produit que le compétiteur ne sera pas capable d'offrir parce que justement, ils ont l'infrastructure en arrière pour traiter ces demandes-là. Fait que là, ça devient stratégique. Quand c'est stratégique comme ça, là, ben là, regarde, c'est sûr que c'est un go. Mais là, après ça, il faut que tu t'engages une firme pour commencer à faire une analyse puis une évaluation préliminaire pour voir dans quoi je m'embarque. C'est souvent une étape où les gens disent « Ah, ben non, regarde, on se lance dans le développement. Attendez une minute, là, il y a une analyse de faisabilité absolument à faire au départ pour juste être conscient de l'implication là, d'un développement, si les gens ne sont pas habitués. Mais habituellement, pour les entreprises où c'est stratégique, ils ont déjà une équipe de développement. Des fois, ça va être 2-3 personnes. Des fois, ça peut être 30, 40. Puis des entreprises où c'est plus stratégique. Pensez à, mettons, Desjardins. C'est sûr, c'est une grosse entité, mais on va calculer des centaines de personnes là, qui sont impliquées dans le développement des solutions là-bas. Là. Oui, effectivement. Ça, c'est le cas des grandes entreprises, tout à fait. Puis, peux-tu nous parler un peu de la différence? Pourquoi finalement on parle... Bon, premièrement, c'est quoi du développement d'applications no-code? Ou low-code, je pense. Puis par rapport au développement traditionnel, c'est quoi les avantages? Ben, tu sais, le jour que tu te dis, OK, moi, ça me prend une solution que je veux développer parce que c'est stratégique, ma business. Puis si on pense à beaucoup, beaucoup de modèles, même d'affaires aujourd'hui, qui ont vu le jour, là, ça repose sur du software qui est unique à eux autres. Là. Fait qu'ils ne peuvent pas acheter ça au coin de la rue. Là. Ils n'ont pas le choix de le développer. Donc, à partir de là, quand ça devient un incontournable, ben là, tu vas te bâtir une équipe, ou en tout cas, tu vas rajouter du monde dans ton équipe existante. Puis là, tu vas y aller selon... il y a plein de bonnes pratiques là, dans le but justement de réduire les risques au niveau du développement traditionnel. Mais ça va faire quand même que c'est un projet qui va nécessiter des mois de travail, qui va impliquer quand même beaucoup de ressources. Puis, ce qui est dur là-dedans, c'est que
on est dans un mode qui est mouvant, qui est changeant. Fait comment faire en sorte d'un peu changer la dynamique? Tu sais, vous êtes habitué, mettons, tu fais un contrat, on va s'entendre sur les clauses, on va s'entendre sur un... Bon, mais dans le développement, on va vouloir faire des spécifications. Hein? Qu'est-ce que le software doit faire en détail? Mais là, tu sais, c'est un document de 10 pages, 20 pages, 50 pages. Puis là, l'idée, ben, c'est qu'il y a un manque d'agilité dans cette façon de faire-là. Ou est-ce que des fois, on va dire, ben non, on va découper juste les fonctionnalités essentielles qu'on a besoin, puis c'est ceux-là qu'on va documenter. L'idée, là, c'est que si plus rapidement, on pouvait passer à... On construit l'application. Je veux pas construire un document, moi, je veux construire une application. Le document, je m'en fous, là. Fait que je construis l'application, puis là, je vais aller chercher mon feedback, mes validations de mes usagers sur le terrain. Fait que, tu sais, l'idée de tout ça, là, c'est de dire comment je peux faire un projet qui, normalement, m'aurait pris 1 an, à 2 personnes, 3 personnes, comment ramener ça à 1 mois, 1 mois et demi max, à 1 ou 2 personnes. Pas 6 mois, c'est encore bien trop long. Il faut vraiment que ça prenne moins de temps pour être capable vraiment d'aller chercher du feedback, puis tu sais, d'y aller de façon itérative. Parce que, comme tu sais, l'idée, c'est qu'on a toutes des bonnes idées. Quand on fait du software, on a tous des besoins, mais on peut-tu faire le minimum requis? Il faut amener de la valeur, c'est sûr. Déployer ça, mettre ça en production, puis après ça, bâtir là-dessus. En fait, de le mettre dans les mains des utilisateurs le plus vite possible. Essentiel. C'est là que le feedback va revenir. Puis parce que c'est comme impossible dans la tête des utilisateurs à la base d'imaginer toutes les fonctionnalités qu'ils ont besoin puis les subtilités qui vont venir en cours de route. C'est ça que tu veux dire. C'est parce que tu sais, c'est l'expérience terrain. C'est dur de... Sinon, je vais faire quoi? Je vais devoir faire une analyse vraiment détaillée avec tous mes users. Tu sais, en tout cas, je vais me faire des utilisateurs experts. Puis là, ils vont me donner, ils vont me feeder sur, en fond, tous leurs besoins, puis bon, certaines exceptions qu'ils rencontrent, il faudrait que ça soit adressé de même. Bon, à un moment donné, là, c'est sûr qu'il y a une analyse à faire. On s'en sort pas. Là. À un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on développe. Mais on ne pourra jamais aller chercher tout le feedback nécessaire. Mais pourtant, une fois que c'est en production, c'est là qu'on va être capable de... Puis des fois, c'est pas des gros ajustements, là, des ajustements énormes, mais c'est ces petits ajustements-là qui peuvent faire une grosse différence pour ceux qui l'utilisent au jour le jour. Puis quand on parlait de no-code ou traditionnel, c'est quoi la différence? Oui. Ben, tu sais, traditionnel, là, c'est vraiment, je vais utiliser, tu sais, avec des programmeurs, puis je vais développer en C#, en Java, etc. No-code, je vais être dans une optique où je ne veux pas écrire de code. Ou en tout cas, le moins possible. Puis si j'écris du code, c'est vraiment super encapsulé. Là, je pourrais quasiment demander à ChatGPT, tu sais, génère-moi les 2-3 lignes que ça me prend pour faire ça. L'idée, là, c'est que je vais plus faire de la configuration où ce que je vais, par exemple, saisir mon modèle de données. Qu'est-ce que je veux gérer comme données? Je veux gérer des factures, c'est quoi les attributs, etc. Puis là, avec du drag and drop, glisser où est-ce que sur ma surface de design, là, je vais construire mon interface. Donc, ce qui est intéressant de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être un développeur professionnel. Puis là, tout d'un coup, c'est sûr qu'il faut que tu aies une bonne capacité d'analyse, mais tu n'as pas besoin d'être un développeur professionnel, puis tu peux participer à la création de l'application. Ça, c'est super intéressant. Fait que pour les entreprises qui embarquent dans le no-code, c'est de se dire, je ne serai pas nécessairement dépendant de mon fournisseur, ou si j'ai des changements à faire, il faut que, tu sais, bon, je t'appelle, je te fais part de mes changements, tu vas me livrer une nouvelle version dans 1 semaine, dans 2 semaines. Là, tu peux directement demander à ta personne à l'interne, peux-tu aller me rajouter un champ dans tel écran? Présente-nous ça, puis là, whips, on regarde ça, on aime ça, on met ça en production, puis ça s'est fait le jour même. Au même titre que le développement de site Internet, dans le fond, Codé versus WordPress. Ben oui, regardez, il y a je ne sais pas combien d'années où c'était des firmes qui s'occupaient de ça, hein, de mettre en lien n'importe quelle page. Là, toi, tu as ton site, tu veux aller modifier le contenu, ben tu veux avoir accès à ça, là, tu veux que ça se fasse plus rapidement, là, tu veux pas passer par un intermédiaire. Dans le développement aujourd'hui de software, de logiciel, c'est pas possible. Fait que des approches comme le no-code, low-code, ben ça vise à rendre ça possible. Puis c'est récent? Le volet, je parle de low-code, là, c'est-à-dire qu'on écrit moins de code puis on arrive à produire une application. Ça fait quand même longtemps que ça existe, mais il y avait encore trop de code qui était écrit. C'était encore trop pointu. Ça demandait encore des développeurs. Tu sais, c'est le même développeur, au lieu de faire 1 an, comme tantôt je parlais, ben, il va faire 6 mois. Mais c'est encore un développeur il faut qu'il soit assez... Il faut qu'il connaisse ses affaires. Tandis que le no-code, là, ça l'ouvre, ça démocratise davantage la création d'applications. Ça, on parle de quelques années, là. Ça fait peut-être 5 ans à peu près là, qu'on a commencé à avoir des solutions intéressantes sur le marché. Puis là, ça s'accélère de plus en plus parce que, je veux dire... Là, c'est un pool de, non, mais c'est parce que de fonctionnalités. Là, oui, puis c'est parce que
les entreprises ont besoin de développer des applications. Là. Il y en a qui vont dire, vous devriez voir la quantité de millions d'applications que les entreprises, on met tout ça ensemble, ont besoin de développer pour faire leurs affaires. Ben, c'est développé par qui? Des développeurs que je ne suis même pas capable d'engager parce que j'ai une pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est pas facile. Fait que ça me prend une alternative. Puis cette alternative-là me permet d'économiser, d'aller plus rapidement. Puis des fois aussi de me rendre compte que l'application que j'ai développée, tu sais, je pensais que c'était une bonne idée. Là. Je pensais automatiser ça, puis finalement, ça ne donne pas le résultat escompté. Ben, j'ai pas perdu un an, là. Peut-être perdu un mois et demi, mais ça, c'est pas grave. Là. Donc, d'un coup, tu peux commencer aussi à expérimenter. Ouais. Ça change complètement le thinking de ce qu'on est habitué de penser quand on fait du développement. Parce que le développement, c'est sérieux. On va faire nos plans, on va vraiment se structurer avec un gestionnaire de projet. Je dis pas que dans l'autre cas, ça n'en prend pas. C'est juste que ça va se faire en accéléré, puis tu vas avoir un retour d'expérience beaucoup plus rapidement, puis ben là, tu décideras après ça où tu veux aller. Tu veux-tu aller à droite, à gauche, dépendant de l'environnement qui est changeant, ou simplement des résultats qui sont pas là, ou qui peuvent être encore là. Tu sais, il y a un système qu'on a développé, puis on s'est rendu compte que l'adhésion était au-delà de nos attentes. Ben, on a continué à investir. Le client m'a dit « Hey, pourquoi qu'on n'automatiserait pas tel autre workflow? On pensait pas y toucher tout de suite. » Mais là, vu l'adhésion, on va faire un autre tour de roue. Fait que là, un mois plus tard, ben, on embarque une autre gang. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. C'est ça, l'adhésion, tu parles de l'adhésion interne là, des employés. C'est un méchant défi, ça. Parce que c'est la gestion du changement qui arrive après. C'est difficile, la gestion du changement. Mais je veux dire, même si tu vas vite, là, quand COVID est arrivé, on avait un de nos clients en santé qui avait vraiment des problématiques avec le dépistage. En fait, les employés passent des tests là, COVID pour savoir est-ce qu'ils sont positifs ou pas, parce que ils travaillent dans le milieu de la santé. Là, ça serait bon que s'ils sont positifs, qu'on puisse les retirer. Mais on a développé ça là, en 3 semaines. Mais penses-tu qu'en 3 semaines, on a pensé à tout? Ben non, on est allé ben trop vite. Là. Tantôt, je parlais d'1 mois et demi. Là, ici, on a fait, parce qu'on était vraiment pressés, là, c'était un peu la catastrophe, on a fait ça en 3 semaines. Sauf que une fois qu'on a implanté ça, là, il y a plein de monde qui ont dit, ben non, mais vous avez oublié ça. Il y a tel cas, il y avait beaucoup d'infirmières d'expérience qui ont dit, voyons donc, développer un nouveau système, puis vous n'avez pas pensé à ça, puis bon. Fait qu'on a pris en note toutes les demandes. Il y en avait 35. Ben, 48 heures après, c'est en production. Pas 3 semaines, là. 48 heures après. Fait que je peux vous dire, la réaction du terrain, là, ça a été extraordinaire parce que les autres qui n'avaient jamais vu ça, premièrement, ils étaient habitués d'attendre des mois, pas dire des années avant de voir des nouvelles versions. Puis là, ils ont attendu 48 heures, puis c'était là. Ils se sont sentis écoutés. Il y avait beaucoup de choses qui étaient simples dans ce qu'ils ont demandé. Mais fait que l'adhésion, là, OK, autant que le monde critiquait, il n'y avait pas tout le monde, il y en avait une gang qui critiquait, autant ces gens-là, ils ont complètement viré leur chapeau de bord après, puis ça a été nos plus gros, je veux dire, ambassadeurs, c'était incroyable. Là. J'imagine. Puis je me rappelle d'un Teams qu'on a fait, parce qu'on a tout fait ça à distance, évidemment, tu sais, puis là, l'infirmière savait que c'était nous autres, puis là, elle se revire de bord, puis elle nous dit « Alléluia », là, tu sais. Ah oui. Fait que là, j'étais là « Hey boy, j'ai pas entendu ça souvent comme feedback. » Non, c'est comme en 15 ans que je travaille avec les gens de la santé, c'est la première fois que j'avais un témoignage comme ça, fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Mais tu sais, on a le mérite, mais c'est parce qu'on avait la plateforme en arrière. Mais sinon, j'aurais travaillé 24 heures sur 24 avec toute mon équipe pour essayer de livrer. Je veux dire, ça aurait été impensable. Là. Non, effectivement. C'est intéressant parce que je trouve que de la technologie, on n'est pas juste dans le détail technique, mais on parle de l'impact. Tu es à même aussi de voir l'impact des solutions que tu amènes sur le terrain. Qu'est-ce que ça a comme impact dans le milieu de travail? Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est rarement un angle qu'on entend peu réduire, des gens qui sont dans le core peu réduire comme toi. C'est super intéressant. T'as-tu un autre exemple? Je continuerai de même longtemps. Là, mais tu vois, ça, là, pour nous, là, on dit c'est comme entrepreneur, qu'est-ce qui me motive? Tu dis, oui, on augmente de la croissance, puis il y a des nouveaux marchés, puis tout ça. Mais la satisfaction des gens sur le terrain qui utilisent tes solutions comme ça, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour moi, mais ça n'a pas de prix pour l'équipe. Parce que les gens sont fiers de ce qu'ils font, là. Fait que là, qu'il se crée comme ça un sentiment aussi d'appartenance puis de réalisation qui est vraiment, vraiment le fun, là. Fait que c'est surtout que là, je te donne des exemples dans la santé parce que, on est très présent, mais
on était bien fiers aussi de travailler dans la santé parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose puis qu'on améliore, ben on se dit il y a du monde qui en bénéficie pour vrai. Il y a des patients qui vont être traités plus rapidement ou qui vont rester pour une des solutions qu'on a fait, c'est de faire en sorte que tu obtiennes ton congé plus rapidement. Dans le fond, toi, dans ton épisode de soins est terminé, tu attends le congé du médecin, puis là, tu peux pas retourner chez vous parce que tu as de la réadaptation à faire, par exemple. Mais là, ça te prend une place. Bon, mais ça, il faut coordonner toutes ces activités-là. Mais faire en sorte que toi, là, tu peux aller plus vite en réadaptation, bien là, nous autres, on est contents de ça, là, parce que tu comprends, c'est ça que tu as besoin. Là. Fait que ça, quand tu viens à travailler avec des PME, bien normal, tu trouves ça simple? Oui. Je te dirais oui et non, parce que nous autres, on est une PME, dans le sens où on n'est pas nombreux. Fait qu'en étant 35 employés, on est loin souvent des organisations qu'on dessert. Mais non, il y a une complexité aussi parce que tu as tellement de chapeaux, tu dois tellement faire d'affaires. Puis là, c'est juste d'identifier, dans le fond, les choses qui valent la peine d'être automatisées. Comme dans notre cas à nous, il y a encore bien des choses qui sont manuelles. Tu pourrais dire cordonnier mal chaussé, bien pas nécessairement. On a mis nos efforts où ça payait, où c'était important. Par exemple, dans notre cas, c'est avec Octopus, c'est de gérer les abonnements. Fait que si c'est les renouvellements, puis mettons qu'on a un nouveau client, puis tu veux tant de licences, puis tout ça, ça, tu vois, on a complètement automatisé ça. Fait que je suis capable de te produire un devis, une soumission rapidement. Je suis capable après ça, au niveau de l'approbation, fait que tout ce volet-là de pouvoir calculer puis transactionnel se fait à une vitesse, il est tout automatisé. Là. Mais si tu vois ça, j'ai pas le choix, là, parce que sinon, c'est ben trop de manuel qui fait pas de sens. Ça prend. C'est le risque d'erreur aussi. Là. C'est pas juste... c'est le personnel, mais c'est le risque d'erreur. C'est les délais additionnels que ça amène. On veut être plus efficace, donc à un moment donné, on n'a pas le choix d'automatiser tout ça. Là. C'est super intéressant. Je pense que la dimension, vraiment, comme je disais, la dimension technique amenée au niveau humain, je pense que c'est vraiment ça qui compte énormément. Tu sais. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils pour justement des dirigeants d'entreprise qui ont ciblé des problèmes, mais qui se disent, OK, je veux régler ça, juste soit des pièges à éviter, soit des conseils ABC pour l'amorce d'un projet? Oui, c'est une bonne question. Je te dirais, récemment, j'ai commencé à regarder, il commence à y avoir de la littérature intéressante sur la transformation numérique. Allez voir qu'est-ce qui s'est écrit. Il y a certains ouvrages intéressants qui parlent un petit peu de comment approcher un projet de transformation numérique, ce que ça implique. Il y a des ouvrages que j'ai trouvés dernièrement en français. Donc, c'est pas juste en anglais, quand même assez intéressant. Tu sais, c'est sûr que à la base, là, dépendant, là, c'est le président, le VP, ça te prend quelqu'un dans ton organisation qui a ça comme mission. Parce que sinon, là, si tu attends d'avoir le temps, tu n'as jamais le temps, puis c'est pas quelque chose que tu fais en 2 heures. Là. Donc, ça prend un pilote dans le projet. Exactement. Fait que ça va te prendre quelqu'un là, qui va être responsable de transformation numérique. Tu sais, dans le fond, son rôle, sa job, c'est de faire en sorte de dire quels sont les outils à ma disposition pour faire en sorte qu'on soit plus efficace à l'interne, qu'on organise mieux le travail, que l'information soit bien organisée, qu'on transige mieux avec nos clients, peut-être même qu'on développe une nouvelle offre, qu'on bonifie notre offre, tu sais, etc., etc. Là. Fait que ça me prend cet individu-là. Puis lui, après ça, il va soit s'entourer parce qu'il va bâtir une équipe ou, dépendant de votre taille d'entreprise, va travailler avec des consultants ou des entreprises pour se faire aider dans le choix de certaines solutions. Mais ça prend quelqu'un qui, à tous les jours, va penser à ça, là. Parce que sinon, c'est trop de temps. C'est trop. Même quand on ne va pas avec un développement sans code ou traditionnel, ça demeure qu'il y a beaucoup de solutions dans le marché. Regarde, tu parlais de la suite que vous avez choisie. Va évaluer ça. Il faut que tu mets tes données. Ça vaut-tu la peine? Il y a beaucoup de choses là, à considérer. Ça te prend quelqu'un qui a ce chapeau-là. Puis si vraiment là, t'es trop petit, je sais qu'il existe des entreprises qui offrent ce service-là. Puis d'aller voir, de ne pas hésiter, puis de travailler avec ces gens-là parce que... Ça se fera pas. Ça se fera pas, puis je veux dire, c'est essentiel le software, là, les logiciels qu'on utilise, là, je veux dire, ça... Je me rappelle un temps où des fois, il y a des décisions qui se prenaient assez rapidement en se disant « Ouais, on va implanter ça, c'est le leader du marché. » Puis, attends une minute, là, c'est quoi tes besoins? C'est quoi tu veux faire?
Non, mais tu sais, il faut qu'on aille cette discussion-là parce que peut-être que tu n'as pas besoin de la Cadillac. Peut-être que tu as juste besoin de cette solution-là. Puis un jour, peut-être tu passeras à une autre étape. Parce que l'idée, là, c'est qu'il faut garder les choses simples aussi là-dedans. Là. Faut mettre les efforts où ça compte. Là. Fait que non, je pense ce serait peut-être que le conseil que je pourrais donner, c'est soit d'aller travailler avec des firmes ou de s'engager quelqu'un qui a ce chapeau-là à l'interne. D'avoir quelqu'un qui pilote le projet, dont c'est la principale responsabilité comme telle. Bien, sa job, c'est d'utiliser le numérique. Tu sais, on parle des logiciels, transformation numérique, d'utiliser ce qui est à notre disposition pour améliorer l'entreprise, son efficacité, puis nécessairement comment il transige avec ses clients, puis éventuellement peut-être même son offre de service. Ça, c'est encore bien plus génial, là. Parce que si je suis capable de revoir mon processus de fabrication, d'améliorer, tu sais, peu importe mon domaine, là, si c'est pas du software, ben je vais mettre en place manufacturier certains équipements, tu sais, pour automatiser ma chaîne de montage ou en tout cas tel volet de la fabrication. Mais c'est tous des aspects qu'aujourd'hui, les gens souvent vont attendre de ne pas avoir le choix, mais non, il faut bouger plus rapidement parce que la compétition est là. Puis quand on parle de productivité, là, ben c'est ça, c'est le même nombre d'heures qui livre plus. C'est pas de travailler plus, là. La productivité, souvent, les gens vont dire, ben non, c'est de faire 50 heures. Non, c'est pas ça, là. Je vais faire le même nombre d'heures, mais je vais livrer l'outcome, là, c'est ce qui va être produit au final, ben, je vais avoir produit davantage. Je vais avoir réalisé plus de tâches, je vais avoir signé plus de nouveaux clients, je vais avoir fabriqué plus, je vais avoir implanté plus, etc. Là. Fait que c'est ça la productivité. Hey, merci beaucoup, Pierre. Vraiment, c'est super intéressant. Je pense que on fait toujours un checklist de notre... on va avoir beaucoup de choses à mettre sur notre checklist aujourd'hui. Puis si je peux me permettre, les références peut-être d'ouvrages que tu as parlé, on pourra les mettre, on pourra les insérer aussi dedans. Avec plaisir. Et avec, évidemment, les coordonnées pour te rejoindre là, si on veut faire affaire avec toi. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de l'invitation. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par oxb2b, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.